Bonjour, bienvenue à C'est le Sport, l'émission hebdomadaire du service des sports de Charente Libre. Avec moi pour présenter cette émission et parler cyclisme, il fallait bien le duo breton du service des sports de Charente Libre, le brestois Kevin Cabioche. Bonjour Kevin. Bonjour. Et le redonné Vincent Naël. Bonjour Vincent. Bonjour. Première apparition à l'écran pour Vincent, qui avait échoué au casting de Ghislain Lambert à l'époque. Nous allons donc parler cyclisme avec Arthur Beauchot, directeur sportif du Top 16. Bonjour Arthur. Bonjour. Le Top 16, pensionnaire de DN1, l'élite amateur, c'est l'objet de l'interview. Kevin, le Top 16 a plutôt bien lancé sa saison. Ouais, le Top 16 réalise un très bon début de saison avec déjà 2 podiums, une 3e place pour le sprinter Louis Lapierre au circuit de l'Essor le 5 février. On va voir l'arrivée en vidéo. Il y a eu aussi une 2e place sur le circuit des plages vendéennes le 16 février. C'est un objectif de bien lancer cette saison après la saison dernière qui a été un petit peu compliquée. Oui, on sait que, et au fil des années, on se rend compte que les équipes qui lancent globalement leur saison arrivent à maintenir un petit peu la lancée sur plusieurs mois. Donc c'est important pour nous de bien commencer. On a un programme qui est extrêmement dense au mois de février, puisque les Coupes de France sont très rapides. Il y en avait une dès la 3e semaine de course, donc il fallait être dans le jeu d'entrée. Et là, on le voit sur le sprint, un sprint particulier, parce que Louis à la borne est 20e du peloton, donc vraiment très mal placé, et fait un sprint d'enfer pour remonter chercher cette 3e place là, donc plutôt un bon début de saison pour plusieurs de nos coureurs. Ouais. Vous pointez à la 9e place sur 27 au Challenge BEV Direct Vélo, des équipes de DN1. Vous signez pour un résultat comme ça en fin de saison ? C'est compliqué de prévoir. Après, on essaye de bien se lancer au mois de février, mais c'est vrai que la vérité du début de saison, c'est pas toujours la vérité de la fin de saison. Je pense à l'année où on est redescendu en 2e division, puisqu'on était sorti février, 2e équipe française. Donc il faut rester prudent quand même sur les objectifs de l'année. L'objectif est simple, se maintenir en N1, trôner dans le top 15 des équipes, que ce soit essayer de le faire à la Coupe de France, et sur l'ensemble de la saison. Oui. Ouais, Louis Lapierre, qui est 11e du Challenge Direct Vélo, explique en grande partie le bon classement de l'équipe, mais il n'est pas le seul. Il y a 11 top 20, je crois, depuis le début de saison, notamment Louis Ferreira, une de vos recrues qui a fait une 9e place au Trophée de l'Essor. Vous comptez sur qui cette saison dans l'équipe ? On a pas mal renouvelé l'effectif cette année. On a des coureurs jeunes, des coureurs comme Louis Ferreira, jeunes mais aussi d'expérience, puisque c'est déjà leur 2e ou 3e saison en national. Donc oui, on a plutôt axé notre recrutement sur un front très grimpeur, avec des garçons comme Louis Ferreira, plutôt enclins à aller chercher des résultats sur les courses dures. Et à côté de ça, on a aussi orienté un 2e front plutôt routier sprinter pour aller chercher des résultats sur les courses moyennement dures, plutôt comme on l'a fait sur ce début de saison. Donc c'est vrai que le début de saison est prolifique. Il n'y a pas que Louis Lapierre qui a été chercher des places, même si c'est comme dans toutes les équipes, c'est plutôt les sprinters qui ont le plus de résultats. Mais voilà, Louis Ferreira est en excellente forme, Lilian Langella est aussi en excellente forme sur ce début de saison. Nous on appelle ça les piou-piou dans l'équipe. Les jeunes sont pas en reste, puisqu'on a des Valérian Lajonias, des Julien Zilloza qui poussent derrière aussi, donc on a plutôt un effectif complet. Oui. Du coup, cette saison, il y aura des descentes avec un système qui est complexe, mis en place par la FFC, alors qui est basé sur un barème qui dépend de vos résultats, mais aussi des résultats des autres équipes. On va pas l'expliquer ici parce que c'est vraiment un sacré schmilblick. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouveauté ? Qu'est-ce que j'en pense ? Pas grand-chose. Très sincèrement, ça a été pondu, satellisé, ça nous est arrivé dessus. La saison était déjà lancée l'an dernier, sans réelle explication, puisqu'on a fini la saison 2022 et on a eu le règlement une fois que la saison était finie. Donc globalement, c'est aussi pour ça qu'ils ont annulé la réforme l'an passé et qu'ils la mettent en place sur cette année, un peu au système des World Tour, le mettre sur 2 ans et couper à la fin des 2 années. C'est très compliqué à expliquer à des partenaires et au public, quoi. C'est d'autant plus compliqué que l'an dernier on s'est amusé, on commence déjà à le faire. En fait, le mercredi sort le classement national réactualisé après les courses du week-end.
Donc le mercredi, chaque équipe, on est une dizaine d'équipes là à s'accorder. On fait chauffer nos tableurs Excel et on essaye de le calculer. On se les envoie pour voir s'il n'y a pas trop d'erreurs. On arrive à être plutôt bon. Mais globalement, on passe 2 heures chaque mercredi à essayer de le calculer. Et c'est un temps de dingue. La Fédé, malgré ce qui était prévu, ne fait pas de point de passage tous les mois. Donc on a un point de passage avant le championnat de France et un point de passage une fois que le coup près est tombé. Donc on a très peu de lisibilité. C'est extrêmement compliqué de construire un projet sur plusieurs années. On sait que oui, on est dans cette saison-là, mais quand on construit une équipe, on construit l'année à venir et l'année encore après, mais on n'a aucune lisibilité. Alors l'expliquer aux partenaires, c'est compliqué, on a déjà mis 2 mois nous à le comprendre, donc globalement oui, on galère. Ouais. Ouais, j'imagine, ouais. Petite devinette, Arthur, pour vous, quel est le point commun entre Lloyd Mondory, Johan Payot, Mathias Le Turnier et Paul Pou? Le top 16. Voilà. Le top 16, c'est... Et ils sont passés pro ensuite, quoi. Ils sont tous passés par chez nous. Il y en a eu d'autres, parce qu'on en est à j'ai jamais 13 de mémoire depuis qu'on existe. Mais oui, c'est vrai que... 13 coureurs passés pro. Oui. Ouais. Johan a été le fer de lance parce que c'est celui qui a été chercher le plus de résultats sur les podiums nationaux, internationaux. Mais je pense le tout premier, et c'est une parenthèse aussi avec notre recrutement de cette année, c'est Jaroslav Dabrowski qui était passé à la Lampre Mérida. Donc, et puis cette année, on a recommencé à faire marcher notre filière polonaise en accueillant le champion de Pologne junior. Donc, c'est une fierté, c'est un objectif d'envoyer les coureurs chez les pros? C'est le but des N1, même si ce but est remis en question au vu de l'évolution du sport en général. On voit dans tous les sports, quand on regarde le foot, je me suis amusé à regarder la Ligue des Champions la semaine dernière, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gamins de 18, 16 ans, donc, et le vélo tend à faire pareil, où en fait on a des sorties juniors, des gamins qui passent pro. Ouais. Donc l'avenir des nationales est remis en question à l'heure actuelle, parce que notre rôle était de faire la passerelle entre les juniors, les former au monde professionnel, avec de temps en temps des incursions en classe 2 sur des courses pro avec les grands, et ensuite de les envoyer. Mais ça brûle les étapes maintenant. On brûle un peu les étapes. À tort ou à raison, on ne sait pas encore. On n'a pas assez de recul, on verra ça dans quelques années. Le revers de la médaille, c'est que vous perdez tous les ans vos meilleurs coureurs. Le dernier en date, c'est Antonin Souchon qui est parti chez Sojason Espoir. C'est rageant de voir ses meilleurs éléments partir, ou une satisfaction de les voir réussir aussi. Ça... C'est rageant, non. Ça fait partie du lot de toutes les équipes. Il y a un jeu de chaise musicale qui est ultra conséquent depuis l'apparition des Conti, que ce soit en N1 ou directement en Conti. Les Conti, pour le grand public, c'est quoi? Les Conti, c'est ce que je parlais, là, ce niveau intermédiaire où en fait les jeunes juniors passent en Continental. C'est le plus bas niveau professionnel. Oh. Et en fait, ils squeezent un petit peu le niveau national. Mais c'est vrai que depuis 4 ans et l'apparition de ces équipes-là, on a un jeu de chaise musicale ultra conséquent, puisqu'on voit, avant, on arrivait à faire des recrutements de 4-5 coureurs. Maintenant, il y a très peu d'équipes qui ne recrutent pas aux alentours de 8-10 coureurs par an. Donc, on a des renouvellements d'effectifs à plus de 50% tous les ans. Pour continuer à évoluer en DN1, il faut des moyens financiers, d'autant que vous avez aussi un projet sur les jeunes avec une école de vélo assez conséquente. Vous en êtes où niveau budget? Est-ce que c'est compliqué de monter un budget, d'aller chercher des partenaires dans le contexte économique qui n'est pas facile? Oui, c'est difficile d'aller demander à des entreprises de sponsoriser quand ces mêmes entreprises ont des factures d'électricité qui augmentent de 40%. Donc oui, non, c'est simple pour personne. Les coûts augmentent, que ce soit essence, etc. Tout devient compliqué. Les entreprises aussi ont des coûts qui augmentent, donc c'est parfois l'intérêt de faire du vélo. Tout l'intérêt de faire du vélo, oui, exact. Mais oui, c'est d'autant plus difficile. Et à côté de ça, comme vous le dites, on a pas que le top 16, on a tout un système pyramidal à côté avec un centre de formation, avec des incursions dans les clubs charentais aussi pour les aider, etc. Donc on a vraiment un plan de développement complet et oui, à l'heure actuelle, on cherche des solutions pour trouver un peu plus de moyens, oui. Et vous avez quel budget là? On a une fourchette qui est constante depuis 5-6 ans, entre 350 000 et 400 000 euros. Ouais, c'est relativement peu par rapport au club de sport collectif en Charente. Complètement, ouais. Donc il y a eu l'inauguration de votre centre technique de Douza l'an dernier. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont dans les cartons?
Oui, il y a des projets. Je pense que le jour où il n'y a plus de projet, il faut qu'on arrête. Oui, il y a des projets de développer des calendriers, enfin développer le calendrier charentais avec l'organisation peut-être d'un cyclocross, de gravel, l'organisation plus d'événements. On a déjà commencé à organiser un gravel cette année, ça s'est très bien passé. On va essayer de le refaire bien, mieux, et d'en faire un peu plus. Des projets de développement aussi vis-à-vis des clubs, des structures, faire un peu plus de choses pour les gamins charentais. Ouais. Vous avez votre centre de formation également, dont on n'a pas parlé, mais vous avez une douzaine, je crois, de jeunes éléments, c'est ça? Oui, on oscille entre 10 12 éléments tous les ans, avec donc des jeunes de Charente, de tous les clubs. On a des gamins de La Rochefoucauld, c'est arrivé qu'on ait des gamins de Mansle, de Confolens, d'un peu partout, qui sont centralisés sur Angoulême la semaine dans les lycées partenaires que l'on a, et qu'on retrouve mardi, mercredi, jeudi à l'entraînement ensemble pour travailler. Et le but du jeu, c'est de les emmener au plus haut possible, à leur plus haut niveau du moins. Le centre technique à Douza, c'est un vrai plus pour l'équipe? Ouais, c'est un vrai plus. C'est un gain de place, c'est un gain de temps, c'est un gain fonctionnel. Il y a un cadre qui est facile pour travailler. On est à la campagne, quand on a besoin de rouler, c'était un peu plus facile que de sortir du Gond. Au vu de l'augmentation des accidents aussi sur la route, c'est un gain de sécurité en plus, oui. Arthur, les Beauchaux, c'est une saga familiale avec le vélo. Votre père Stéphane est manager du top 16. Votre grand-père président, Michel, président du comité départemental. Le dimanche, je ne sais pas s'il y a des repas de famille, c'est plutôt sur la route, mais quand il y a des repas de famille, ça parle d'autre chose que de vélo? Oui. Alors on parle beaucoup de vélo, c'est une évidence, mais on n'a pas que ça. On a plein de choses, on parle, oui, donc on se voit souvent sur les routes, on est souvent ensemble sur les courses, mais... C'est un virus familial. Oui, c'est comme Obélix, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc après j'ai naturellement pris cette voie-là, sans obligation quelconque, mais c'est vrai que oui, on travaille en famille, c'est pas toujours simple, mais c'est parfois plus simple qu'ailleurs, donc à voir. Ouais, parce qu'avant d'être directeur sportif, vous avez été coureur jusqu'en 2020, on voit une photo de vous à vos débuts, alors je sais pas si c'est là des amis à cette époque-là, et du coup vous avez arrêté à 21 ans pour devenir directeur sportif. Pourquoi vous avez arrêté si jeune? C'était un enchaînement de plein de choses. J'ai arrêté l'année du Covid, donc il y a eu un gros coup d'arrêt dans la saison. J'ai eu la même année 2-3 petits problèmes de santé, et en parallèle je passais mes diplômes de directeur sportif, donc tout s'est mis ensemble, et c'est vrai que le Covid faisant rester à la maison, je me suis peut-être rendu compte que j'en avais pas un peu marre, mais c'est vrai que gérer les problèmes de santé en course, j'arrivais à le faire, mais j'étais toujours à la limite de la rupture, donc il fallait aussi penser à ça, parce que le but c'était pas de mourir à 22 ans sur un vélo, donc il fallait penser à tout ça. Ouais. Vous faites toujours un peu de vélo quand même, hein, un petit peu. Un petit peu. Pas trop, mais un petit peu. Il faudrait que je m'y remette. Bon, on va vous proposer un petit jeu, Arthur, pour tester votre culture cycliste sur le modèle de questions pour un champion. Jingle. Vincent? Donc avec nous aujourd'hui le fameux Louison, voilà, donc stagiaire de Charente Libre, voilà, qui vient nous aider parce qu'il manquait d'un invité, voilà. on vous avoue tout. Et Arthur Beauchaux évidemment, donc comme dirait l'autre, place au jeu. Ah oui, ça c'est bon, c'est parti avec la question la poisse. La question la poisse, ça c'est bon. J'ai abandonné 4 fois le Tour de France en 9 participations. J'ai aussi abandonné 2 fois la Volta. Thibaut Pinot. Oh là là, ça c'est bon. Ah oui, Un point. Ça c'est bon. Un point. Magnifique. Avec ensuite. Allez, Louison. Louison, tout plus moyen te regarde. Voilà. La question, vieille gloire, top. Je suis né le 12 mars 1925 en Bretagne, BZH. Louison Bobet. On embrasse Redon, évidemment. Ah oui, ça c'est bon. Coureur populaire, j'ai 3 Tours de France et 11 étapes de la Grande Boucle à mon palmarès. Désigné champion. Il y a eu la réponse, je crois. Ouais, Louison Bobet. Ah pardon. Voilà. Arthur Beauchaux. Ah oui. 2-0 pour Arthur. Magnifique. La question, maillot jaune. Ah oui. Top. Je suis né en 1955 à Angoulême.
Après 45 victoires en amateur, 70-77, Je l'aurais pas. je passe professionnel chez Le Jeune BP en 1978, puis remporte une étape du Tour de France en 1979, avant de porter le maillot jaune en 1983. Il y a ça, c'était la Saint-Amand-de-Boix, mais j'ai plus le nom. J'ai raccroché en 1987, après une dernière saison dans l'équipe Z Peugeot. Je suis le seul Charentais à avoir porté le maillot jaune. Je suis... Non, j'ai plus le nom. Ils l'ont pas. Louison, enfin Louison. Notre expert. Jean-Louis Gauthier. Jean-Louis Gauthier, évidemment. Eric, tu l'avais. Oui, je l'avais. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Louis Gauthier. Et ensuite, une question expression cycliste. Donc, une expression cycliste empruntée à l'art culinaire. Je désigne une pratique interdite qui consiste à agrémenter ma musette ou ma gourde de quelques excitants. Oh non, ça non. Ah non, ça c'est non. J'ai causé la chute de Festina et de Lance Armstrong. Je suis. Une expression. Une expression. Un peu difficile celle-ci. Art culinaire. C'est plusieurs mots. Ouais. 3 mots. Ouais. Sur un art culinaire. Oh, je l'ai même pas. Enfin après, c'est de l'art, c'est assez simple. Hein, c'est un peu enjoliver le goût. Assaisonné? Ah, pas loin. Pas loin, mais par rapport au dopage. L'expression dans l'argot cycliste. Une vieille Je l'ai pas expression. celle-là. Hein. Ouais. Salut la soupe. Ah ouais, non, non. jamais entendu. Ouais. Ah, jamais entendu ça la Non. soupe. Ah, parce que oui, bah c'est. et donc ensuite une question expression cycliste à nouveau. Donc expression cycliste qui est tombée en désuétude. Donc ça désigne une triche sanctionnée par les commissaires de course. Ça a entraîné l'exclusion de Vincenzo Nibali de la Vuelta en 2015. Bidon collé? Non, c'est pas ça, c'est pas Non. bidon collé. Non. J'emprunte mes termes au champ lexical de l'ornithologie. Je désigne le fait de se faire remorquer en s'appuyant de temps à autre sur une voiture. Ah, la rétropoussette? Ah, c'est le principe, mais c'est pas le Accroché terme. à la voiture? Ouais, c'est l'expression, c'est pas ça exactement. Et j'ai été remplacé par le terme rétropoussette. Synonyme. Je suis. La langue gauche. Mais elle est dure celle-ci. Ouais, non, je sais pas. Becté de l'aile. Ah ouais, non, Ah ouais, là on est vraiment. Question encyclopédique. C'était trop dur. Voilà. Bon bah du coup, Louison, tu gagnes le droit de te faire exploiter 2 mois de plus. Et du coup, comme t'as un filon en champagne, tu pourras donner une bouteille à Arthur pour qu'il fasse croire à Louis Lapierre qu'il a gagné. Au sprint, voilà, douche au champagne comme en Formule 1. Voilà. Est-ce qu'il y a un dictionnaire ou il y a un truc Dictionnaire là, il faudrait un Larousse ou je sais pas, mais là, falloir gagner un truc. Mais moi, Charente-Libre, les moyens là, là on est tendu là. Bon, la victoire d'Arthur quand même. Hein. Merci Arthur d'être passé nous voir. On vous souhaite Plaisir. plein de bouquets, plein de résultats pour la suite de la saison. Merci à Louison pour cette brillante participation. Merci Vincent, merci Kevin. Merci. Et puis nous on enchaîne avec la suite de l'émission et l'événement. L'événement avec Louison qui nous a rejoint aux côtés de Kevin pour cette nouvelle partie de l'émission. L'événement cette semaine, c'est le retour du tournoi Destination ce week-end après un week-end de pause. Le 15 de France accueille l'Écosse dimanche 16h. Pour en parler avec nous, notre chroniqueur 3 étoiles et 4 sélections, Fabrice Landreau, ancien talonneur international. Bonjour Fabrice. Bonjour Eric. Fabrice, le 15 de France s'est incliné il y a 2 semaines en Irlande. C'est un coup d'arrêt après 14 succès consécutifs ou il n'y a rien d'alarmant ? On peut dire que c'est déjà un coup d'arrêt. Voilà, l'équipe de France n'a pas su être au niveau de l'équipe d'Irlande qui a imposé un très très gros match. Et voilà, c'était peut-être aussi le match à perdre, puisque ça a montré aussi les axes de travail que vont devoir faire les hommes de Fabien Galtier pour préparer au mieux cette Coupe du Monde qui arrive à grands pas. Ouais, justement, ces axes de travail, après le match dans les colonnes de Charente-Libre, je reprends vos propos. Vous avez trouvé les Bleus en souffrance offensivement, qui n'ont jamais trouvé la faille hormis sur l'éclair de Penaud. Et vous pointiez du doigt ce fameux système de repossession qui n'apporte pas les effets escomptés. Vous pouvez détailler ? Alors, oui, bien sûr. Ça veut dire qu'on était habitué avec l'équipe de France à avoir des lancements très limpides, que ce soit sur mêlée, sur touche, avec souvent des fractures. Et on gagnait beaucoup la ligne d'avantage. Donc ça permettait à mettre beaucoup de pression à l'adversaire. Et puis après, vous savez que l'équipe de France est basée sur un jeu de dépossession, c'est-à-dire renvoyer le ballon très loin dans le camp de l'adversaire et utiliser tous ces X-factors qu'a l'équipe de France pour pouvoir trouver des brèches. Et après, on sait que dans le désordre, c'est une équipe qui joue très très bien au rugby. Cette fois-ci, ils se sont aperçus que les équipes internationales s'étaient adaptées à leur système.
donc ils ont voulu modifier un petit peu, reposséder un peu plus le ballon. Donc ça veut dire simplement tenir plus le ballon. Mais pour mettre un système en place, il faut un petit peu de temps. Et c'est vrai que sur cette ébauche de mise en place du système, eh ben, on rencontre quelques difficultés. Ça s'est vu très nettement contre l'Italie. On a espéré le miracle contre l'Irlande, mais c'était pas le bon match. Donc là, il reste 3 matchs à jouer. Écosse qui arrive, l'Angleterre qui se profile, et puis le Pays de Galles également. Donc on verra si les hommes de Fabien Galtier auront la possibilité en tout cas de s'approprier un petit peu plus ce projet de jeu. Comme vous le disiez aussi, la Coupe du Monde, elle arrive très vite, hein. Il y a 4 matchs de préparation derrière. Oui, c'est pour ça, ils n'ont que 7 matchs pour préparer ce nouveau style de jeu. Alors je pense qu'à la fin du tournoi, il y aura un bilan qui sera effectué. Est-ce qu'on gardera ce système? Est-ce ce sera un système plutôt hybride? Est-ce qu'on va revenir à ce qui faisait la force de l'équipe de France avant justement cette première défaite contre l'Irlande? Voilà, il faut laisser un petit peu de temps aux hommes de Fabien Galtier et puis retrouver un petit peu de fraîcheur physique aussi. La France va recevoir l'Écosse qui a été gagnée à Twickenham, qui a battu le Pays de Galles, qui est assez épatant avec un jeu spectaculaire à l'image de Finn Russell. Pourquoi ils sont dangereux pour l'équipe de France? On a une vidéo d'ailleurs, je crois, de l'essai de Écossais. Ouais, avec des superbes passes pour en fait, depuis plusieurs saisons maintenant, d'abord c'est le même sélectionneur, Townsend, et c'est la griffe, c'est la signature de l'équipe d'Écosse, c'est-à-dire un jeu extrêmement vif et très spectaculaire, avec des joueurs, on voit, il n'y a pas de joueurs massifs, c'est des joueurs qui courent beaucoup, donc ils se sont adaptés au rugby international, donc ils sont capables de tenir le ballon avec beaucoup de phases de jeu, et à la différence des années précédentes, ils ont aujourd'hui ces joueurs qui font le petit plus. Alors on va tous parler de cet ailier Van der Merwe qui est vraiment l'homme en forme, mais Russell aussi qui est excellent. Donc ils ont vraiment dans cette équipe des joueurs capables de faire la différence dans un collectif très léché, à l'image des Irlandais avec peut-être un brin de puissance en moins, mais c'est une équipe très dangereuse et qui ne va pas se dénaturer face aux Français. Justement, quelles sont les clés du match pour les Bleus, Fabrice? Retrouver une assise collective, notamment par rapport à leur conquête, rester sur ce qu'ils ont bien fait, c'est-à-dire la discipline, bien rester discipliné, et puis ensuite essayer de tenir le ballon le maximum possible, et utiliser toutes ces phases où il y a plus de puissance côté français, toutes ces phases statiques, que ce soit autour des ballons portés, ou alors avec une mêlée très stable, et je pense que l'équipe de France devrait s'en sortir, mais je vois un score plutôt serré entre les deux équipes. C'est ce que j'allais vous demander, vous aviez pronostiqué, sans vraiment le vouloir, la victoire de l'Irlande lors de la précédente journée. Là, si on vous demande un prono? Là, un prono, je vois l'équipe de France gagner un petit écart. Pas sûr qu'ils prennent le bonus offensif. D'accord. En tout cas, on s'attend à un match spectaculaire. Oui, un beau match et je pense que tout le public français a hâte de retrouver son équipe. Voilà. Et puis le Flower of Scotland à Paris. Même au Stade de France, ça marche aussi. Ça marche quand même. Bon, merci Fabrice. On enchaîne avec l'équipe du week-end. Jingle. L'équipe du week-end qui revient cette semaine, donc les joueurs élus par les coachs de l'équipe adverse. On va voir cette équipe s'afficher avec notamment la présence de Charles Ziegler, l'attaquant de l'Essac qui a inscrit un triplé lors de la belle victoire de l'Essac 7-1 à la Couronne dimanche. En défense, on retrouve Nabil Barinchi, l'entraîneur de Saint-Yrieix B, qui a remis les crampons pour mener son équipe à la victoire contre Aigre, 1-0. Enfin, au classement des étoiles, Guillaume Liquan de Montbron, qu'on cite toutes les semaines, n'est plus seul en tête. Il est rejoint par Mohamed Kanté de Saint-Brice avec 6 nominations depuis le début de la saison. Merci Kevin. Place à l'instant rematch avec notre partenaire Stadium La Couronne. Jingle. Alors, l'instant rematch, Charentlibre qui ne recule devant aucune innovation. Va innover aujourd'hui avec une palette de notre spécialiste Kevin concernant l'instant rematch du week-end. Qui est Kevin? Alors c'est un but de Fléac qui s'est brillamment imposé à Saint-Freigne 6-2 en D3. On va voir le but d'abord à vitesse réelle. Oui. Voilà, avec une magnifique talonnade. Et maintenant c'est la palette. On va voir le but au ralenti. Johan en régie va nous mettre ça. Top. Si tu peux t'arrêter. Alors on revoit à vitesse réelle. Et on va avoir le ralenti maintenant, Johan, sans doute. On y va? Alors, si tu peux t'arrêter, top. On regarde le début de l'action avec le comportement du mur des joueurs de Saint-Freigne, on dirait les joueurs de l'AS Monaco. Superbe détente du joueur à gauche. Alors le deuxième, il se tourne un petit peu, c'est évidemment pas à faire. Et le ballon va passer sous les deux joueurs, donc on peut conseiller au futur adversaire de Fléac de mettre un joueur allongé comme le PSG le fait avec Verratti. Ça évitera des déconvenus. Après, la suite de l'action, c'est magnifique. Évidemment, c'est travaillé à l'entraînement.
La petite talonnade, le gardien est sur les fesses et derrière, l'attaquant n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but. C'est magnifique. Plat du pied, sécurité, Kevin, comme on dit, magnifique analyse. Merci. Le lauréat de la Story Match, Louison. La lauréate est Angélique Vrignot de l'ES Fléa qui gagne un bon d'achat de 30 € chez notre partenaire Stadium La Couronne. Merci. On enchaîne avec et on conclut avec l'agenda du week-end. Un week-end donc qui démarre dès vendredi soir avec le SA15 qui reçoit qui était à Carcassonne, qui reçoit Montauban, pardon. Le SA15 qui s'est remis en selle après avoir battu Massy et Carcassonne lors des dernières journées, qui vise la passe de 3 à Chanzy face à Montauban. En cas de succès, les Angoumoisins pourraient sortir de la zone rouge. On a évoqué cette semaine en conférence de presse avec le manager Vincent Etcheto l'importance de ce rendez-vous. On l'écoute. On a des stars mères, mais ce match de Montauban, on serait devant au classement, on va dire, terrain sur Carcassonne, sur Massy, et battre Montauban avec plus de 7 points, c'est aussi un objectif. On va parler de bonus, mais les sortir du bonus et les battre de plus de 7 points, c'est-à-dire ils nous ont battu de 6 points en match aller et on prend la tête de ce mini-championnat. Donc l'objectif il est clair, on peut pas faire l'autruche et mettre la tête sous le sable. Fabrice, vous êtes arrivé il y a 3 petites semaines comme conseiller, consultant au SA15 et s'est remis à gagner. Alors on ne dira pas que c'est grâce à vous, ça vous ferait rougir. Hein. Mais comment, plus sérieusement, vous avez senti un déclic ces dernières semaines ? J'ai senti surtout des joueurs très investis, un staff également, à l'image de Vincent, très investi. Donc ils ont toutes les cartes en main. C'est vrai que ces 3 matchs étaient extrêmement importants. Là, ils arrivent quasiment sur leur finale. Ouais. Et une victoire face à Montauban leur permettrait justement de se remettre à jour et d'espérer en tout cas le maintien. Mais rien n'est acquis. Ça passera avant tout par une victoire vendredi soir. Enfin, il y avait plus de sourires cette semaine à Chanzy. Oui, plus de sourires. Et puis ça conforte aussi tout le travail qui a été fait. Parce que on sait bien que pour avoir la confiance, il faut des victoires, même si c'est des victoires d'un point. Et comme dit ce matin Vincent, il dit je me fiche de la note artistique. Ce que je veux, c'est qu'on gagne le match. Donc peu importe la manière, ce qu'il faut, c'est gagner. Ouais, complètement. Merci Fabrice. Kevin, Louison, il y a aussi du foot et du hand ce week-end au programme. Oui, ça va commencer par le foot. Samedi, 13h45, le match de D1 Arkema entre Soyaux qui se déplace à Le Havre. Au Havre. Soyaux qui est lanterne rouge avec 6 points de retard sur le premier non relégable après sa défaite à Rodez. Donc ils n'ont plus vraiment le choix. Il faut vraiment s'imposer contre Le Havre qui est une équipe à leur portée, 8e du classement. Et en soirée à 18h, la CFC se rend sur la pelouse du dernier Vierzon, tenu en échec 1-1 par Chamalières la semaine dernière. Les Angoumoisins vont essayer de se rattraper chez le dernier qui a lourdement chuté 6-0 contre le leader les Herbiers le week-end dernier. Louison, le hand. Alors chez les femmes, l'ACH 5e veut continuer sur sa lancée. Ce sera à Montluçon, 7e à 20h30. Alors que l'Aljo, toujours dernier au championnat, se déplace chez le 10e Mérignac à 20h15. Merci bien. Bon, cette émission est terminée. Merci Kevin, merci Louison, notre stagiaire préféré qui va nous quitter après 2 mois de bons et loyaux services. Merci Fabrice. Juste une petite question. Vous avez l'air d'être un très bon conseiller. Vous n'avez pas un petit tuyau pour ma prime d'intéressement On va voir, je vais discuter directement avec Armel Loni. Je reviens vers vous. Ok, merci. Et puis on vous remercie d'avoir amené ces maillots qui ont une histoire, on n'en a pas parlé. Hein. Ce sont vos maillots... ils ont un peu d'âge, hein. C'était du maillot du vrai coton. C'est le maillot de l'équipe de France, ça a été une sélection que j'ai fait en 94 à Murrayfield. Et puis ici, c'était mon premier match contre l'Écosse en France A, donc j'avais échangé contre d'ailleurs le talonneur adverse qui s'appelait Mackenzie, qui a fait une brillante carrière derrière avec l'Écosse. Bah, chapeau. Et celui-ci, c'est celui que vous m'offrez, vous m'avez dit. Voilà. Merci bien Fabrice. Bon, on remercie Virginie, on remercie Johan et Jean-François à la régie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à tous, au revoir. Au revoir.